Bonjour, j'aimerais prendre un tout petit peu plus de temps qu'à l'accoutumée pour commenter le dernier devoir de physique numéro 16 que vous m'avez fait parvenir, devoir à la maison, puisque un grand nombre de défauts se sont révélés dans vos copies, des défauts liés au chapitre et qu'il nous faut donc impérativement appréhender avec beaucoup plus de rigueur et que ce soit acquis pour le plus grand nombre, mais aussi des défauts méthodologiques qui se répètent et qui ne devraient plus se faufiler dans vos copies à ce niveau-là de l'année. Et puis un commentaire quand même général parce que j'ai eu, et c'est plutôt vrai pour une classe, un certain nombre de copies où il y avait des erreurs absolument identiques. Donc, outre le caractère un peu grossier du procédé, il apparaît très clairement pour ces copies que les enseignements tirés du travail fait sont extrêmement minimes. Cela a plutôt tendance à ridiculiser le travail que vous avez produit. Et en plus, comme je vous l'avais dit en début d'année, mais il semble que ce soit oublié, quand vous vous inspirez d'une copie, vous avez toujours le don pour choisir une copie dans laquelle il y aura des erreurs. Et c'était donc le cas, donc avec des contresens et des résultats aussi grossiers, par exemple, qu'un humain qui marche à 1,3 ou 1,4 mm par seconde. Je ne sais pas si quand vous marchez, vous ne faites que 1 mm, mais j'aimerais pas randonner avec vous parce que ça doit être particulièrement long d'avancer au rythme de 1 mm par seconde. Quand vous faites un pas, c'est à peu près une seconde et c'est 1 mètre. Donc l'ordre de grandeur n'était pas du tout là. Voilà le genre de sottise que j'ai pu voir et de toute façon, ces copies-là ont eu au final peu de points. Ça, c'était pour les commentaires peu amènes. Et maintenant, je vais reprendre avec vous, pour tous ceux qui ont fait leur travail sérieusement, des commentaires qui leur permettent de progresser au mieux après cette évaluation. Alors, tout d'abord, sans revenir dans le détail de tout ce que vous pourrez lire sur le corrigé, il est essentiel de toujours préciser le système physique et le référentiel. Alors, vous avez tous fait quand ça vous était demandé, mais vous avez oublié de le faire quand, lors qu'une question vous est posée, le système physique ou le référentiel a changé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le faire à chaque question, mais il y a besoin de le faire quand ça change au cours d'un exercice. Donc, un premier défaut qui vous a pénalisé. Je vous rappelle que le mot référentiel, parce que ça, c'est pareil, on l'écrit, puis après, on invente une orthographe à chaque fois. Le mot référentiel, contre toute attente, ne s'écrit pas avec un C, mais s'écrit avec un T. Donc, ça serait bien que vous fassiez tous et toutes l'effort de mettre cette lettre au milieu du mot ou à la fin du mot référentiel. Ça montre quand même que vous maîtrisez un tout petit peu plus ce qu'est un référentiel. Ensuite, la définition n'est toujours pas maîtrisée pour un grand nombre d'entre vous. Donc, je vous rappelle qu'un référentiel, c'est la somme de trois choses. Donc, quand vous vous dites que, par exemple, le référentiel héliocentrique, c'est le Soleil, ça ne veut rien dire. Le référentiel, c'est un corps de référence. Donc, quand vous dites c'est le Soleil, vous dites juste que c'est le corps de référence, c'est le Soleil. Corps de référence. Ensuite, c'est un repère. Et enfin, c'est une horloge. Donc, ça ne se limite pas à un objet. C'est donc un contresens ou un raccourci, une vue de l'esprit qui est incorrecte de donner un objet de référence. Lorsque vous parlez du référentiel terrestre, vous devez absolument dire à quoi est relié ce référentiel terrestre, c'est-à-dire citer un objet auquel le référentiel terrestre est rattaché. Je suis sur un terrain de basket, le référentiel terrestre est lié au terrain de basket par exemple, ou lié au panneau de basket. Donc il faut toujours citer un objet de référence associé à ce référentiel terrestre. Le mot horloge, visiblement, a fait sens pour un grand nombre d'entre vous, mais pour certains ou certaines, c'est une incompréhension totale. C'est tout simplement un chronomètre, une pendule, une horloge, une montre, quelque chose qui permette de mesurer le temps. Donc c'est tout simplement cela. Il ne faut pas aller chercher de choses plus compliquées. Pour ce qui est de la schématisation ensuite d'un mouvement sur un schéma, le mouvement c'est une flèche double. Que l'on légende ensuite, ça se schématise donc comme ceci. Lorsque vous faites les positions successives d'un système physique, ce sont des croix. Alors, soit des croix horizontales, soit des croix obliques, mais ce sont des croix. Les fameux pâtés dont vous êtes toujours aussi friands, ça n'existe pas. Et encore pire, une absence totale de marquage. Donc, faites attention à ça, c'est quand même des points de départ, c'est du B à bas. Il est dommage que la méthode du papier calque dans certaines copies soit très bien faite, mais vous ayez oublié de l'expliquer alors que ça vous était demandé explicitement. Vous reprendrez donc l'activité 11 de physique dans laquelle cette méthode du papier calque vous était expliquée.
La méthode d'analyse du mouvement est souvent mal maîtrisée. Je vous rappelle la séquence d'arguments que vous avez à développer. J'observe une trajectoire de telle forme, j'en déduis que le mouvement est tel qualificatif. À delta t constant, j'observe que les points sont rapprochés, de plus en plus éloignés, équidistants. J'en déduis que le mouvement est, si c'est de plus en plus rapproché, ça veut dire décéléré. Si c'est de plus en plus éloigné, accéléré. Si c'est équidistant, c'est uniforme. Et je remets une phrase de conclusion dans laquelle je mets tous les qualificatifs du mouvement, à la fois sur la forme associée à la trajectoire et à la fois sur le caractère accéléré, décéléré ou uniforme. Donc, il y en a beaucoup qui ont perdu énormément de points en faisant des bribes de cette méthode et en ne reprenant pas toutes les étapes. Ensuite, le point le plus important de cette évaluation, c'était évidemment autour des vecteurs vitesse instantanée, ce qui vous était demandé. Alors, la méthode est à reprendre dans un grand nombre de copies puisqu'il y a beaucoup d'erreurs, que ce soit dans le détail ou de façon globale, ça dépend de chacune de vos copies. Le premier commentaire, c'est que évidemment, quand vous avez annoncé une vitesse sans expliquer comment vous la trouviez, bah, c'est comme ce que vous avez fait en tout début d'année. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai déjà dit, redit et redit, tout ce qui est affirmé sans que ce soit expliqué, ça rapporte rien ou pas grand-chose. Lorsque vous faites un calcul de vitesse, ça serait quand même bien de ne pas oublier qu'il y a des chiffres significatifs. Donc en général, c'est mal traité au moins à un endroit, ce qui vous fait toujours quelques points de pénalité et c'est fort dommage alors que dans certaines copies, tout est quasiment parfait, mais il y a cet oubli tout d'un coup qu'il y a des chiffres significatifs à compter. Ensuite, lorsque vous parlez d'un vecteur vitesse, vous ne pouvez pas dire qu'un vecteur a une trajectoire, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, évidemment, un système physique, lui, on peut lui associer une trajectoire, mais vous manipulez parfois du vocabulaire de façon trop approximative ou de façon trop intuitive. Quand vous comparez deux vecteurs vitesse instantanés, dans la plupart des cas, vous êtes arrêté à me dire que les vecteurs vitesse avaient la même norme ou avaient une norme qui augmentait. C'est dommage de vous arrêter là parce que évidemment des vecteurs ce ne sont pas que des normes, donc c'est aussi des directions, des sens, des points d'application, des notations et c'est tout cela qu'il faut commenter quand on compare des vecteurs. Par conséquent, si vous arrêtez à la comparaison des normes, vous n'avez fait qu'une toute petite partie du travail. Bien entendu, il y a eu de gros problèmes de notation, donc certains ont été très rigoureux et on voit que le cours a été suivi avec le plus grand soin et tous les conseils sont suivis, tant mieux pour eux. Et pour les autres, si vous prenez le vecteur vitesse instantané du point T5, ça se note comme étant un vecteur. Donc il n'y a pas de pointillé, hein, c'est juste un problème de traitement de texte que je peux avoir, mais sinon c'est une flèche continue. Le vecteur vitesse instantanée du point T5, eh bien ça s'appelle le vecteur. Comme je l'ai dit, il possède 5 caractéristiques, une notation ou un nom, une norme, un point d'application, une direction, un sens. Quand vous voulez évoquer la norme de ce vecteur, c'est-à-dire seulement une des 5 caractéristiques, ça va se noter de façon très particulière comme étant le vecteur VIT5. Je ne peux pas en rester là puisque évidemment ça ne peut pas être ce vecteur intégralement puisque je n'ai pris qu'un cinquième et ça se note avec une double barre à gauche et à droite. Si vous oubliez la flèche, vous avez oublié une partie de la notation, elle n'est plus bonne. Cette notation peut se transformer, si vous n'aimez pas la notation vectorielle, dans ce cas-là, comme étant encore plus simple, puisque je prends juste VIT5, je ne mets pas la flèche et je ne mets pas les doubles barres. Dernière chose, bien sûr, à chaque fois, il faut préciser si on est réel ou sur le document. Et de la même façon ici, c'est réel ou sur le document. Et ici aussi, c'est une norme réelle ou sur le document. Quand vous représentez un vecteur, qu'il soit un vecteur déplacement ou un vecteur vitesse, que ce soit instantané ou moyen. Déjà, pour pouvoir étudier un vecteur vitesse, vous devez avoir tracé les vecteurs déplacement. Alors, il y en a beaucoup, une grande majorité, quasiment tout le monde, qui n'a pas du tout tracé ces vecteurs déplacement, alors que c'est la base de tout puisque vous devez mesurer leurs normes pour pouvoir trouver la valeur de la vitesse. Si je prends l'exemple, par exemple, des points T4, T5 et T6, et que vous voulez tracer le vecteur déplacement entre
les points T4 et T6, vecteur déplacement instantané du point T5. Vous avez été, pour ceux qui l'ont fait, en mesure de tracer ce vecteur et de le nommer T4, T6. C'est sur le document, je vais donc insister sur cet aspect, T4, T6, document. Là où il manque quelque chose, c'est ça. Vous changez de couleur pour le vecteur par rapport à la couleur des points et vous remettez le point d'application en couleur. Sinon, il manque un élément essentiel à votre tracé de vecteur. Quand vous allez tracer un vecteur vitesse instantané au point T5 qui doit avoir la même direction que le vecteur instantané T4, T6, vous savez bien que vous devez respecter une échelle. Ça a été plutôt globalement bien fait. Vous mettez une croix d'une autre couleur sur le point T5 et vous la décalez un tout petit peu pour qu'on la voit bien. Et vous tracez ensuite en respectant bien la direction, le sens, la direction. Je vais faire exactement une norme un peu plus grande. Et ça sera le vecteur instantané, vitesse, au point T5. En l'occurrence, dans le vrai corrigé, vous trouviez un vecteur qui était plus petit que le vecteur déplacement avec les différentes échelles que j'ai retenues. Certains ont fait une confusion, très peu nombreux d'ailleurs, entre vecteur vitesse instantané et vecteur vitesse moyen. Énorme erreur que j'ai retrouvée dans quelques copies qui montrent une absence de réflexion sur le sens même de ce que vous écrivez. Quand vous écrivez 230 millisecondes, ça n'a absolument rien à voir avec 230 mètres fois seconde moins 1. Là, ce sont deux lettres attachées, ça veut dire millisecondes. Là, ce sont deux lettres détachées, il y a un point qui est une multiplication, mètre fois seconde moins 1. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Et en plus, ça ne voudrait rien dire de mettre une égalité. C'est juste quand on est un tout petit peu paresseux intellectuellement, on se dit que ça va aller plus vite en faisant ça. Et en fait, ça veut rien dire. Donc, il est dommage que certains aient fait ce choix de raccourci. Quand on va faire une conversion de 230 millisecondes parce que ça ne correspond pas aux unités usuelles des vitesses, c'est-à-dire la seconde ou l'heure, il faut penser à faire cette conversion. Certains ont totalement oublié de la faire. Et puis, une dernière chose, bien sûr, une vitesse sera toujours en mètres seconde moins 1 et non pas, comme on pourrait le dire à l'oral ou dans la vie de tous les jours, mètres seconde. Donc, cette notation ou cette formulation est une erreur ou vous conduit à des erreurs. La seule bonne notation, c'est mètres par seconde. Vous pouvez aussi choisir une autre unité, kilomètre, heure moins 1. Voilà les deux seules unités correctes pour la vitesse. Dernière remarque générale et sur la forme. Un regret puisque certains ont fait un travail de qualité mais ont oublié, et c'est bien dommage, de fournir leur chronophotographie travaillée, donc ça faisait des points en moins sottement et un nombre conséquent de points. Et puis une toute dernière remarque, comme je l'ai dit, des défauts qui ont ressurgi ou qui se sont manifestés de façon plus importante qu'à l'accoutumée. Je vous rappelle qu'on ne commence jamais une phrase ou un commentaire ou une équation par un tiret, puisqu'on pense en science que ça peut être un signe moins, et ça peut vous conduire à des énormes contresens ou à des erreurs. Donc pas de tiret, on met autre chose pour symboliser une rubrique dans une copie. C'était le 16e devoir maison, et il y a des choses que je vous répète depuis le premier. Un peu étrange quand même lorsqu'on arrive après une année complète, si on le veut, de secondes. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous laisse quand même bien imprégner et bien décanter tous ces conseils qui seront utiles, si je l'ai bien compris, à un grand nombre d'entre vous. Au revoir.